Voilà. Bonjour, donc moi je vais vous parler de la prégabaline, donc, dont le nom commercial est le Lyrica, et les situations de mésusage en Belgique. Donc c'est issu de tout un travail qu'on a réalisé en partenariat avec Michael Haug, justement, d'Eurotox. D'abord un petit point sur l'état des connaissances. Donc le Lyrica, la prégabaline, fait partie de la famille des gabapentinoïdes, dans laquelle on trouve aussi la gabapentine, donc le Norentin, qui a été commercialisé, lui, en 1993, et puis la prégabaline en 2004 par Pfizer. Donc en Belgique, en 2006, il y a eu un accord de remboursement pour le traitement des douleurs neuropathiques circonscrites. 2009, l'extension du remboursement à d'autres douleurs neuropathiques. Et en 2015, on a autorisé diverses formes génériques pour le traitement de l'épilepsie et les troubles anxieux généralisés. Ce petit contexte est important pour mieux comprendre le mésusage actuellement. Alors le mécanisme d'action de la prégabaline, il est encore mal connu. Ça s'appelle ça fait partie de la famille des gabapentinoïdes parce qu'on pense que ça fonctionne comme un analogue du neurotransmetteur GABA, qu'il aurait une grande affinité pour une sous-unité des canaux calciques voltage dépendants et qu'il aurait du coup une fonction inhibitrice, donc de réduction, la libération de certains neurotransmetteurs excitateurs qui expliquerait son action analgésique, antiépileptique et anxiolytique. Mais il y a encore un peu de débat autour de ça. Alors les indications thérapeutiques, elles sont logiques et découlent de ces propriétés. Donc c'est les douleurs neuropathiques périphériques et centrales chez l'adulte, un traitement adjuvant dans les crises épileptiques partielles avec ou sans généralisation secondaire, jamais en première intention, et le trouble anxieux généralisé chez l'adulte. Et on le retrouve quand même pas mal en off-label dans les douleurs lombaires chroniques ou les douleurs radiculaires. Mais là, voilà, le CBIP met en évidence qu'il y a plus de risques que de bénéfices. La posologie, ça va de 150 à 600 mg mis en gras parce qu'au-delà de ça, on parle de mésusage qui est divisé en plusieurs prises et en général, on débute parfois en dessous de 150, on le fait de toute manière de manière fractionnée et on augmente progressivement. Il y a une très petite métabolisation au niveau hépatique, donc il y a très peu d'interactions médicamenteuses. Donc beaucoup de personnes pensent qu'il y a pas mal d'interactions, ce n'est pas vrai, il y a une potentialisation, on y reviendra. Et l'élimination, elle est principalement rénale, et donc c'est important de connaître ça pour adapter le dosage dans certaines situations. Les effets secondaires, ils sont divers. Il y a des effets secondaires au niveau plutôt du système nerveux central, aussi psychiatrique, mais aussi au niveau de l'appétit, des troubles de l'érection, de la vision, des troubles gastro-intestinaux et également au niveau cardiaque. Donc ils sont quand même assez divers. Mais ce qui est rapporté principalement, c'est beaucoup d'ataxie et de somnolence. Et lié à tous ces effets secondaires et à son élimination rénale, il faut être prudent. Ce n'est pas du tout contre-indiqué, il n'y a aucune contre-indication, mais chez certains types de patients, donc diabétiques, ont une insuffisance rénale, une pathologie du système nerveux central, respiratoire pour l'effet qu'il a comme dépresseur respiratoire, cardiaque, les personnes âgées, les femmes enceintes et allaitantes. Le sevrage, il doit se faire sur minimum une semaine, et donc avec un arrêt progressif. C'est important parce que j'ai entendu notamment en prison qu'ils faisaient parfois des sevrages un peu plus rapides et c'est dangereux parce qu'il y a vraiment des risques à la fois de syndrome rebond, donc d'hypersudation, d'insomnie, de nausées, d'anxiodépression, de douleurs musculo-squelettiques, mais aussi dans des rares cas constatés de convulsions, d'état de mal épileptique et quelques cas aussi de coma. Donc il faut rester très prudent avec cette molécule et bien évaluer la situation, éviter un sevrage bloc. Et la sévérité est dose dépendante et on verra qu'on a parfois des doses très très importantes, donc il faut particulièrement être prudent dans le sevrage de ce traitement. Il y a un risque d'abus et dépendance, c'est pour ça qu'on en parle ici. On n'a pas encore bien compris les mécanismes. On se demande si c'est par cet effet GABA-mimétique, l'effet important qu'il aurait sur le circuit de la récompense, qui favorise du coup
des consommations de plus en plus importantes aussi, et en tout cas, qui expliquerait un mésusage plus important dans notre contrée et en général de prégabaline par rapport à la gabapentine, c'est qu'il a d'emblée un effet plus important, une absorption qui se fait très rapidement, plus ou moins 1 heure versus 2 à 4 heures avec la gabapentine, une absorption qui est assez linéaire et donc voilà, par rapport à la gabapentine qui est plutôt continue, et une meilleure biodisponibilité qui est de plus ou moins de 90% versus 50%. Des études chez l'animal montrent vraiment un effet de tolérance, donc on doit toujours augmenter plus la dose pour arriver à satisfaction. Et ce phénomène d'abus et de dépendance plus important chez nous, en tout cas de la prégabaline, serait lié aussi à des habitudes de prescription, parce que dans d'autres contextes où on prescrit plus facilement de la gabapentine, on voit qu'il y a des abus plutôt à ce niveau-là. Donc ça serait aussi il y a l'explication physiopathologique, mais aussi d'habitudes de prescription. Alors, le profil du mésusage qui a été identifié dans la littérature, c'est principalement des hommes jeunes, donc avec des pathologies chroniques qui peuvent être expliquées donc, par ces effets antalgiques et de tolérance où on augmente, on arrive à un mésusage, ou aussi d'automédication, dont aussi des comorbidités psychiatriques et des antécédents d'addiction. Il y a pas mal de ressources chez des personnes sous opiacés et, ou sous traitement de substitution orale. Souvent, il y a un cumul de plusieurs prescripteurs, donc avec un phénomène de shopping médical. C'est plus favorable lorsque les personnes ont un faible revenu, donc dans des situations de statut socio-économique bas, mais ça c'est de manière plus globale pour les addictions en général, et dans le milieu carcéral. Alors on a un peu deux types de populations, donc dans un contexte de ou de polyconsommation active, et là il y a une recherche plutôt d'euphorie, de sociabilisation, de confiance en soi, de diminution de l'anxiété, pour gérer des syndromes de sevrage. Et à l'inverse, on a un mésusage suite à des indications thérapeutiques, donc des personnes qui ont une indication thérapeutique et une prescription par un médecin et qui continuent à augmenter leur dose, et surtout dans le cadre de troubles anxieux et de douleurs somatiques. Et ça concernerait, selon les études, plus ou moins 8 à 13% des patients dans ces cas-là, mais qui sont favorisés évidemment par les facteurs de risque sous-jacents. Alors dans nos contextes, donc la situation globale, donc je le disais, il y a un risque, mais il y a eu des premiers signalements qui ont été faits dans les pays nordiques en 2009, et c'est devenu vraiment un sujet de préoccupation mondiale avec de plus en plus de pays qui signalent des mésusages, avec des grandes préoccupations, notamment chez nos voisins en France, et avec des notifications qui se font de plus en plus au niveau des organismes de pharmacovigilance. L'origine de ces mésusages, elles sont très contextuelles. En tout cas, dans notre contexte ici en Belgique, on voit quand même qu'on parle des premiers mésusages vers 2016-2017, et donc ça fait lien avec ce que je vous présentais de l'élargissement des indications thérapeutiques, notamment pour les troubles anxieux généralisés, du fait qu'il y a beaucoup de propriétés, et notamment dans les surdosages, on voit qu'il y a de l'euphorie, il y a des phénomènes aussi de désinhibition, de surpuissance qui sont parfois aussi rapportés, et que c'est une alternative sexy, on va dire, aux benzodiazépines, et notamment dans notre contexte, on est vraiment un des pays les plus grands prescripteurs de benzodiazépines, et on a fait des campagnes importantes de sensibilisation, de prévention autour de ça. Il y a une tendance à vouloir trouver des alternatives de la part du patient et du médecin, et donc d'aller vers la prégabaline. Le fait aussi qu'on a démocratisé cette molécule, et un phénomène qui est plus large, mais on a quand même une population immigrante importante, qu'il y a eu beaucoup de prescriptions aussi pour troubles anxieux généralisés, notamment comme alternative aux benzodiazépines dans les camps de Lesbos et sur toute la route migratoire, et qu'il y a un usage récréatif quasi banalisé avec des prescriptions très très faciles, et même qui est vanté dans certaines chansons, utilisées par différentes populations et classes sociales au Maghreb et principalement en Algérie. Et on a quand même une population issue de l'immigration du Maghreb importante dans nos pays, qui pourrait expliquer aussi ces consommations. Alors, il y a un risque aussi dans les polyconsommations, donc il y a souvent une association, en tout cas dans certaines populations plus marginalisées, mais aussi dans des populations avec des douleurs chroniques ou quoi, de combinaison
de molécules. La littérature montre qu'il y a un effet potentialisant avec d'autres sédatifs, avec des antalgiques et de l'alcool, donc vraiment un risque d'augmentation de la dépression du système nerveux central et donc de majorer vraiment le risque d'overdose. On parle d'un facteur 3, donc c'est vraiment sous-estimé et on a pu, dans des études post-mortem, vraiment réaliser qu'on avait sous-estimé l'implication du Lyrica dans les décès et on parle de sous-estimation de près de 50%. Et alors ici, vraiment très fort utilisé dans les populations plus marginalisées, le mix tramadol, rivotril, Lyrica, principalement rivotril, Lyrica, mais voilà, et on joue sur les dosages. Donc, comme je disais, on a eu des premiers signalements vers 2016, principalement à la base via Fédazil, et puis ça a commencé à se diffuser dans le secteur social-santé, plutôt bas seuil en général. Et puis en 2020, il y a eu aussi via une petite campagne de sensibilisation via les folias du CBIP, donc de sensibilisation auprès des pharmaciens et des médecins, mais qui reste à minima, en plus en pleine période Covid, donc c'est pour certains passé à la trappe. Alors nous, avec Michael, et suite à des concertations du secteur social-santé par rapport à la préoccupation d'une consommation de plus en plus importante de prégabaline dans leur population, on a essayé d'estimer un peu l'ampleur de ce phénomène avec nos moyens. Et donc déjà, on peut voir, sur base de données de Pharmanet, qu'il y a une augmentation importante de prescriptions de prégabaline remboursées, mais ça, c'est juste chez les patients qui ont accès à une mutuelle, et surtout ces 5 dernières années. Alors, on a mené donc une étude d'abord auprès des services social santé, donc il y a 59 services qui ont répondu, et puis moi avec ma casquette de médecin généraliste et où j'entendais qu'il y avait une problématique de plus en plus importante et beaucoup de désœuvrement face à ces situations, on a essayé d'interroger aussi les médecins généralistes pour essayer d'évaluer voilà, si c'était à des faits isolés ou pas, et on se rend compte quand même que vous voyez que ça concerne évidemment plus les services social santé qui parlent quand même d'une importante proportion de patients concernés, donc de 23,7%, mais également quand même chez les généralistes, quand même une dizaine de pourcents qui parlent d'une petite proportion et jusqu'à 1% qui en parlent d'une majorité de leurs patients. Donc voilà, on a pu quand même objectiver que c'était une réalité en Belgique, bien que voilà, il y a des biais évidemment dans notre école des données. Alors ce qu'on a pu aussi sortir des petites enquêtes menées en Belgique, de notre enquête donc, sur les services et les médecins généralistes, c'est que ça concernait surtout les minorités ethniques et les migrants, populations sans abri, quand même aussi les consommateurs d'opiacés, mais voilà, les services étaient comme aussi fort orientés sur le public usager de substances. Une population incarcérée, on a quand même interrogé aussi ce public-là, et personnes avec troubles de la santé mentale, quelques usages récréatifs, moins finalement de douleurs chroniques, plus chez les médecins généralistes, et aussi d'autres situations suite au trauma. Et ça, on se rend compte quand même que, notamment chez les migrants, c'est voilà, une bonne stratégie de coping par rapport à des situations de PTSD pas forcément diagnostiquées. Alors là, c'est une étude que Transit a faite, et c'était surtout pour montrer qu'ils avaient pu mettre en évidence aussi donc, voilà, toute une série de mésusages, donc au-delà de 600 mg, mais avec des valeurs extrêmes et des patients qui cumulaient énormément de prescriptions, 40 000 doses si je me souviens bien, et qui a été aussi investigué par des journalistes du soir qui ont interrogé une amie et qui montraient vraiment chez une quinzaine de patients des dosages vraiment très très impressionnants de l'ordre de 12,7 grammes en moyenne. Donc voilà, il y a en tout cas sans doute et très probablement tout un trafic qui se fait sur ces prescriptions, mais aussi des consommations qui sont au-delà de 600, voire voilà, beaucoup plus élevées. Et alors, on a fait une petite étude aussi qualitative au département de médecine générale auprès des usagers. On s'est demandé, voilà, il faut aussi croiser les données et les demander pourquoi ils consomment, qu'est-ce qu'ils recherchent, quels sont les publics. Alors, donc, c'est une assistante en médecine générale qui a fait son travail de fin d'études, Louise Servet, et elle a vraiment contacté 50 services pour essayer de recruter un
un panel large de consommateurs et ce qui a émergé, c'est que sur les 20 personnes qu'elle a réussi à interroger, il y en avait quand même 18 qui étaient issues de l'immigration, principalement du Maghreb et principalement de l'Algérie. Donc ça confirmait quand même nos données aussi plus quantitatives et ça me paraissait intéressant de vous mettre en avant ce nuage de mots qu'elle a fait et qu'elle a codé sur base des effets recherchés de ces personnes. Et on voyait que finalement, c'était surtout pour contrôler la douleur, pour arriver à gérer leurs insomnies, arriver à parler, se désinhiber. Et en fait, si on analyse ce nuage de mots, réussir à fonctionner tout simplement. Et donc, en croisant les différentes données qu'on a à notre échelle, on voit que ça concerne principalement un public marginalisé, donc surtout de migrants primo-arrivants. Ça confirme le fait que c'est surtout des hommes jeunes. L'étude de Louise, par exemple, malgré qu'elle ait recruté tant qu'elle pouvait, n'a concerné que des hommes. Et vraiment avec, comme on le disait, cette stratégie de coping. Et qui s'entremêle avec aussi une fonction antalgique, notamment pour ces patients-là qui ont subi pas mal de traumas, à la fois psychologiques, mais physiques, depuis leur pays d'origine, ici, il y a aussi toute une série de situations traumatiques au niveau somatique qu'ils vivent et donc ils gèrent à la fois leur anxiété, leur PTSD, leur douleur chronique et il y aurait, dans ce qu'on entend de tout ce qu'ils rapportent, une fonction aussi antidépressive à cette prégabaline et du côté des médecins généralistes aussi plus de public douloureux chronique, plus mixte au niveau du genre et un peu plus âgé. Dans les consommations, on voit que l'usage seul est faible, donc que 10% des personnes le consommeraient en usage unique, et par contre, de façon très très fréquente, avec des sédatifs et des antalgiques, et comme on l'a vu précédemment, il y a ce risque de potentialisation, et donc quand même assez dangereux pour leur santé. Et à travers les enquêtes menées, on voit aussi que c'est assez compliqué dans cette gestion de ce public, en tout cas marginalisé, c'est que un des effets secondaires, c'est l'agressivité et des risques de passage à l'acte, etc. Et donc des vécus de violence importants qui ont été majorés avec le Covid et toutes les frustrations qui étaient autour de cette période. Voilà, toutes ces études ont été menées dans ce cadre-là. Et donc il y a vraiment un vécu important qui fait que très peu en fait, de soignants sont prêts à prendre ces publics, en tout cas marginalisés. Et pourquoi j'en ai déjà parlé, avec cet effet aussi de tolérance qui fait qu'on arrive assez vite à un mésusage et des explications aussi que ça fonctionne, en tout cas que nous on a fait l'hypothèse que ça fonctionne autant chez un public issu de l'immigration, c'est que c'est vu comme un traitement pour la plupart et donc c'est une plus grande acceptation sociale pour des publics aussi où voilà, la consommation de substances est très très tabou et qu'ils se détachent du coup de l'image du toxicomane. Et voilà un verbatim de l'étude qu'on a menée avec Louis Servet. C'est pas moi ça c'est les gens qui se droguent qui font ça, tu vois. Moi je prends un traitement. Hein. Donc ils essayent vraiment de se détacher de cette image-là et donc ils ont du mal aussi à être reçus dans les services pour usagers de substances. Et il y en a de toute manière pas beaucoup qui les reçoivent. Donc ça devient assez compliqué comme situation parce qu'il y a peu de médecins généralistes qui sont à l'aise avec ces publics-là. Et qu'est-ce qui explique tout ce phénomène en Belgique? C'est peut-être des prescriptions un peu trop faciles, quand même beaucoup de shopping médical. On a un phénomène de fausse prescription aussi qui a été documenté maintenant et tout ça qui alimente un marché noir important. Et on voit aussi que ça se localise principalement à Bruxelles, avec un public voilà, qui est assez concentré en termes d'immigration, moins en Wallonie, et jusqu'à preuve du contraire, ça restait encore anecdotique du côté néerlandophone. Voilà, je voulais juste contrebalancer un peu tout ce qui a été dit, ce phénomène d'abus, de dépendance, parce que la question d'addictivité, en tout cas de cette molécule, est quand même remise en question. Et donc, par exemple, Bonnet et Skerbohm, qui ont pas mal travaillé sur la prégabaline, ont fait un commentaire sur la dernière étude donc, qui est dans Drugs, et ils disent, mais attention, vous parlez un peu tous, vous êtes alarmistes d'addictivité et tout, mais voilà, on n'a toujours pas vraiment pu mettre en évidence son réel potentiel addictif. Les limites qui ont été des études en cours sont à soulever aussi. Il faut quand même rebalancer un peu la balance risque-bénéfice et qu'il y a un intérêt dans le sevrage de certaines molécules. Et donc, ils ont schématisé ça entre, ici,
en ordonner vraiment les conséquences des molécules par rapport aux bénéfices, et on se rend compte voilà, que les gabapentinoïdes, en fait, n'ont quand même pas des conséquences délétères tellement importantes, contrairement à d'autres molécules qui sont beaucoup plus néfastes et avec une balance bénéfice-risque beaucoup moins intéressante. Donc voilà, ça permet quand même un peu de balancer les choses par rapport à ça. Mais tout de même, c'est un phénomène qui prend beaucoup d'ampleur, avec beaucoup de sentiments de détresse de la part à la fois des publics et des soignants. Et nous, on s'est dit avec Michael, parce qu'on se rendait compte qu'il n'y avait pas énormément de choses qui bougeaient par rapport à ça et de sensibilisation. J'ai encore un peu de temps ou pas ? Oui, bah alors c'est quasi fini. D'essayer d'amener de bouger un peu les choses au niveau de l'INAMI, du SPF, de l'agence aussi, la FMPS, donc l'Agence fédérale des médicaments, pour essayer de mettre des choses en place face à ces situations qui questionnent pas mal. Et donc on a rédigé des recommandations divisées en recommandations plus structurelles sur il faut vraiment qu'on évalue l'ampleur de la situation et qu'on inclue aussi les personnes qui ne sont pas sous mutuelle, parce que finalement c'est, semble-t-il, une grande partie des personnes qui en font un mésusage. Faire vraiment des campagnes de sensibilisation et voilà, de pouvoir sensibiliser aussi au niveau des cliniques de la douleur, au niveau de prescripteurs qui vont peut-être un peu trop vite dans les prescriptions, d'essayer d'avoir une approche intégrée qui intègre qu'on a beaucoup de polyconsommation et donc il faut vraiment anticiper ça, mettre plus de moyens au niveau politique pour l'accompagnement de ces personnes, implémenter vraiment des stratégies pour limiter les surprescriptions et le shopping médical. Il y a maintenant une réflexion sur essayer de le rendre dans les prescriptions a priori avec accord d'un médecin conseil. Ça pourrait peut-être limiter aussi les prescriptions. Ça, c'est une idée qui a été amenée dans un groupe de travail avec l'INAMI et le SPF. Et essayer de soutenir aussi cette concertation médico-pharmaceutique, parce qu'on entend aussi des pharmaciens qui sont très mal à l'aise face à des patients qui arrivent violents, agressifs, et ils sont seuls dans leur officine, et donc ça les met vraiment en difficulté, et il faudrait vraiment beaucoup plus collaborer ensemble, réfléchir. Il y a Brussano qui vient de faire une concertation, mais voilà, pour essayer de trouver des solutions ensemble à ces situations complexes. Peut-être, c'est un débat qui revient tout le temps sur la table, mais encore une fois, ça a son sens d'avoir des codynamiques de consultation longues qui permettent d'accueillir correctement ces publics, parce qu'il y a la barrière de la langue, parce qu'ils cumulent une série de vulnérabilités biopsychosociales très difficiles à gérer, qu'il faut créer du lien, il faut décortiquer les situations, il faut pouvoir les réorienter et travailler en multidisciplinarité. Donc ce n'est pas des consultations de 5 minutes. Et une piste aussi, c'était de favoriser des petits conditionnements pour ne pas arriver à des gens qui sont à 40 délidoses par jour. Au niveau des professionnels de la santé, je pense que beaucoup de gens ont besoin de balises. Et donc, en tout cas, à l'heure actuelle, on dit que c'est max 600 mg parce que c'est l'indication thérapeutique. Mais dans l'étude qu'on a vue avec Louise, quasi tous, malgré qu'ils étaient à 600 mg, complémentaient sur le marché noir. Et donc, est-ce que finalement, le 600 mg est adéquat pour ces populations-là? C'est une question ouverte. En tout cas, il faut pouvoir, grâce à la prescription, comme je vous le disais, de toute manière, le sevrage est dangereux. Donc, il faut, à mon sens, pouvoir prescrire et créer du lien autour de cette prescription et accueillir adéquatement ces populations aussi, et assurer nos rôles de soignants à ce niveau-là et de collaboration aussi interprofessionnelle, pouvoir aussi désengorger ces centres bas seuil qui sont assaillis de demandes, et alors pouvoir dépister, comme je le mettais en avant, pour par exemple les populations issues de l'immigration, c'est souvent de l'automédication pour des PTSD, pour sans doute de l'anxiodépression qui n'a pas été diagnostiquée, donc c'est important d'arriver à essayer de faire des meilleurs dépistages, et peut-être contrôler les délivrances pour certains, en tout cas impliquer les patients dans ces réflexions, leur trouver une pharmacie de référence et trouver des moyens de communiquer avec eux. Voilà. Mais ça, il faut aussi des moyens financiers pour y arriver. Pour conclure, c'est encore une fois un exemple qu'une substance, qu'une addiction est révélateur de nos dysfonctionnements sociétaux, et que, par exemple, pour l'immigration, c'est une béquille facile à un problème extrêmement complexe, et où c'est plus facile en 5 minutes de mettre une prégabaline et essayer de le canaliser que d'arriver à résoudre ces problématiques de la santé des populations migrantes. Mais quelle alternative ? Pour les douleurs chroniques, souvent on a tout essayé, donc c'est encore un petit outil qu'on peut sortir, mais les problématiques sont complexes et le Lyrica n'est pas forcément la solution non plus.
comme je le disais, accueillir, accompagner et se donner les moyens, mais il faut qu'on nous en donne aussi pour pouvoir accueillir ces situations difficiles et de grande fragilité aussi psychique. Ça, je l'ai dit. Pouvoir trouver aussi une bonne balance benzo-lyrica, ne pas tous foncer sur le lyrica, mais pouvoir un peu balancer en fonction des situations. Se questionner sur le dosage et je finirai là-dessus. On a fait ce qu'on peut à notre échelle pour essayer de quantifier, comprendre le phénomène, mais maintenant il faut voilà, essayer de faire ça à grande échelle et que les instances publiques prennent en charge cette situation qui, comme qu'elle est orientée pour des publics particulièrement marginalisés, n'est pas toujours considérée. C'est juste problématique, mais on y arrive, on y travaille.